D'être présent ce soir. Alors, pas à la Cité du Vitrail comme nous en avions pris l'habitude, tout simplement parce que la salle de conférence est actuellement occupée par une exposition sur le champagne. Cette exposition se termine à la fin du mois, donc nous pourrons dès début mai reprendre nos habitudes dans la salle de réception. Mais pour ce soir, c'est l'hôtel du département qui accueille cette conférence. Laurent-Antoine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous le savez, cette année, nous fêtons le centenaire de cette exposition Art déco, une exposition qui a eu un retentissement mondial et qui a permis de diffuser dans le monde entier cette esthétique Art déco qui a été montrée et déclinée sur tous les supports de la création artistique, notamment l'art du vitrail. Et nous avions espérer, envisager, travailler sur la possibilité de présenter quelques vitraux de cette exposition à la Cité du Vitrail. Et puis pour des raisons à la fois tenant au calendrier, un petit peu aux finances et aussi à la multiplication des demandes de prêts qui font que les vitraux ont été monopolisés par d'autres institutions plus parisiennes que la nôtre. Eh bien, nous ne pouvions pas faire de belles expositions sur le vitrail Art déco. Donc, faute de vitraux, eh bien, nous avons choisi de vous proposer cette conférence. Et puis, finalement, vous aurez comme ça l'occasion de voir toutes ces œuvres absolument merveilleuses qui ont été créées pour cette exposition. Alors, Laurent-Antoine, certains d'entre vous le connaissent déjà puisqu'il était intervenu l'année dernière chez nous dans le cadre de l'exposition Notre-Dame de Paris où il avait présenté les vitraux dans le pavillon pontifical de l'exposition de 1937. Et il se trouve que parmi ces nombreuses activités, il s'intéresse particulièrement aux expositions internationales et universelles et avec une sensibilité particulière à l'art du vitrail. Et donc, il nous a proposé de nous présenter les vitraux de cette exposition de 1925. Donc, c'est une petite plongée dans le vitrail art déco que nous vous proposons ce soir. Et je vous remercie encore d'avoir répondu à cette invitation. De rien, c'est avec grand plaisir. Je suis rémois, dont personne n'est parfait, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à Troyes. J'ai même de la famille à côté, donc et puis ça me donne toujours l'occasion de faire un petit tour dans la Cité du Vitrail, ce qui ne gâte rien. Je vais peut-être commencer. Et... Alors, cette conférence s'inscrit dans une suite d'interventions ayant pour thème l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, dont nous fêtons le centenaire cette année. Alors, j'avais commencé en 2021 par une première conférence, une balade à travers l'exposition de 25, à la découverte de la quasi-totalité des pavillons. Cette intervention permettait de se rendre compte que c'était l'éclectisme qui primait. Puis une seconde intervention, programmée pour la première fois lors de la seconde journée mondiale de l'Art déco en 2022, qui proposait un riche comparatif entre l'Art déco tel qu'il était développé et perçu en France et celui des 22 nations étrangères. Encore une fois, le constat est sans appel, c'est toujours l'éclectisme qui est à l'honneur. Et fin 2023, j'ai proposé une étude spécifique sur la parure à l'exposition de 1925. La parure, c'est à la fois le vêtement, les accessoires du vêtement, la mode, les fleurs, les plumes, la parfumerie, la bijouterie, ainsi que la joaillerie. Et en début 2025, j'ai proposé Reims et l'exposition Art déco de 1925, un parcours particulier permettant de découvrir tous les pavillons en rapport avec Reims, que ce soit à travers les architectes et les décorateurs ayant travaillé dans la cité rémoise lors de la reconstruction, mais également à travers de nombreuses œuvres exposées à l'expo et présentes aujourd'hui dans les riches collections du musée des Beaux-Arts de Reims. En préparation, une conférence sur les maîtres ferronniers à l'exposition des arts décoratifs qui ont présenté d'incroyables chefs-d'œuvre comme Edgar Brandt, que nous connaissons plutôt bien à Reims, ou le rémois Marcel de Crillon de l'Union rémoise des arts décoratifs. Et à la rentrée, j'ai prévu d'aborder la riche bibliographie de l'exposition de 1925 et toutes ces incroyables publications de très grande qualité qui sont un véritable bonheur pour les yeux. Et je continuerai à présenter des conférences thématiques sur l'exposition des arts décoratifs jusqu'à la fin du centenaire de 2025 et certainement encore un peu ensuite. Mais pour l'heure, je vous propose de partir à la découverte de la classe 6 qui est dédiée à l'art et l'industrie du verre.
avec une belle sélection de vitraux présents à l'exposition des arts décoratifs, bien sûr, et nous évoquerons les maîtres verriers, les vitraillistes, les cartonniers et tous les artistes à l'origine de ces œuvres. Comme vous pouvez le constater sur ce plan d'ensemble de l'exposition, et figuré en rouge, on trouve des vitraux à peu près dans toutes les sections de l'exposition. Hélas, il me sera impossible d'être totalement exhaustif et il n'existe pas, à ma connaissance, d'ouvrage de l'époque listant la totalité des objets participant à cet événement majeur. On trouve bien sûr un guide officiel qui ne propose qu'un survol utile aux visiteurs. Il y a également un catalogue général officiel, certes d'une importance capitale, mais édité en amont de l'exposition, il ne tient donc pas compte des aménagements de dernière minute, ni des ajouts au programme ou l'arrivée d'œuvres supplémentaires en cours d'installation. Les différents rapports de l'exposition sont également d'un très grand intérêt, mais devant la profusion des produits exposés et le nombre de classes présentes, les descriptions se limitent aux participations les plus exceptionnelles et encore. Ce début de recensement a été une véritable chasse au trésor qui n'a hélas pas livré tous ses secrets. Un jeu de pistes qui est souvent apparu comme inextricable, où les certitudes faisaient souvent place au doute. Au final, je vais pouvoir vous présenter près de 70 réalisations à travers un grand nombre de photographies d'une qualité hélas très inégale. Cependant, à ce stade de mes recherches, il m'est impossible de donner une liste définitive des vitraux présents à l'exposition. Je peux juste timidement avancer qu'il y en avait plus de 200. Alors, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer notre découverte des vitraux à l'exposition de 1925 par la section des Invalides et l'entrée sud. Sur cette photo, vous avez les deux portes de Grenelle de chaque côté, le théâtre à droite, le gros bâtiment en premier plan, à gauche la bibliothèque. On aperçoit les tours plumées, les 4 tours des vins de France, la cour des métiers au centre en premier plan, qui est entourée de l'ambassade française. Alors c'est Charles Plumet, l'architecte en chef de l'exposition des arts décoratifs, qui a conçu cette cour des métiers dans laquelle de nombreux artistes vont exercer leur art et présenter aux visiteurs ce qu'ils font de meilleur dans les différentes classes. Celle qui nous intéresse est en l'occurrence la classe 6, les vitraux et les mosaïques. Le catalogue officiel nous apprend que les vitraux présents dans cette cour des métiers ont été réalisés par l'atelier Janin Frères de Nancy et Henri Navarre de Paris, sans pour autant communiquer sur les œuvres présentées. Et c'est là que le jeu de piste commence. En effet, dans cette cour des métiers, dont j'ai au moins une centaine de photos, impossible d'y déceler la moindre trace de vitrail. En revanche, ce grand patio est entouré de l'ambassade française en forme de U dans laquelle nous allons pénétrer. Cette ambassade française n'a rien de diplomatique, mais c'est l'ambassade du bon goût à la française, où chacune des 24 pièces a été composée par les talentueux membres de la Société des artistes décorateurs. Il y a de nombreuses verrières dans cette section, toutes ne sont pas forcément documentées, et nous nous intéresserons uniquement à celles qui méritent notre intérêt. Nous commençons la visite par l'aile gauche. Après avoir traversé le grand salon de réception de l'ambassade, on arrive à une pièce de choix qui est la salle à manger. La décoration a été menée de main de maître par Henri Rapin, pour lequel j'ai un grand intérêt et qui a d'ailleurs œuvré à Reims lors de la reconstruction, notamment en composant les cartons des panneaux décoratifs de la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Henri Rapin, c'est aussi le frère de Jacques Rapin, l'architecte rémois de la piscine Art déco du tennis club de Reims. Parue en septembre 1925 dans l'Illustration, cette photo couleur exprime toute l'originalité de cette composition. Qu'on aime ou pas, on ne peut rester indifférent, mais une chose est sûre, c'est le luxe qui prime. Dans le catalogue de l'ambassade française, il est noté que Jacques Gruber, célèbre maître verrier nancéen, qui se révèle être un incontournable à cette exposition, a réalisé un vitrail de plafond baptisé Les Fruits, ainsi que 2 vitraux muraux, La Chasse et La Pêche. Pour l'instant, je n'ai aucune information concernant le vitrail de plafond, en dehors de celui de la galerie latérale, mais dont on devine surtout des motifs géométriques. Quant aux 2 vitraux muraux identifiés, ils sont placés de part et d'autre de la salle à manger. Comme on peut le voir sur le plan en bas à droite, l'amorce du vitrail La Pêche est visible sur la droite du dessin en couleur. Alors on commence par l'allégorie de la pêche, où 3 pêcheurs sur un bateau remontent un filet chargé de poissons. Ces vitraux sont des mosaïques intégrales, un procédé inventé par Jacques Gruber avant la Première Guerre mondiale. L'œuvre est composée d'un grand nombre de pièces de verre, où le plomb remplace la grisaille pour tous les détails.
Le résultat offre une composition assez géométrique grâce à des formes simplifiées. Et à droite, le vitrail de la Pêche qui a été installé à la mairie de L'Haÿ-les-Roses en région parisienne en 1926. Pour le plaisir, un gros plan sur le dessin de ce vitrail de Jacques Gruber, reproduit dans le portfolio Le vitrail à l'exposition de Jacques Gruber, édité chez Charles Moreau. Puis, faisant le pendant de l'autre côté de la salle à manger, la chasse, où des chasseurs à pied ou à dos d'éléphant traquent le tigre dans la jungle. Idem à droite, le vitrail de la chasse qui a également été installé à la mairie de L'Haÿ-les-Roses en 1926. Ces 2 vitraux sont classés monuments historiques. Alors, je vous propose quelques zooms sur les cartons préparatoires, l'éléphant et son cornac à cornet, original et magnifique. La partie basse du vitrail, les chasseurs et leurs lances, le tigre en bas à droite. À côté, on aperçoit la signature du maître verrier Jacques Gruber. On ne peut qu'admirer la simplification du tracé, parfaitement adapté à une mise en plomb exceptionnelle, avec des variations de largeur qui apportent beaucoup de richesse et de détails. Ce sont des pièces remarquables. Et après de nombreuses péripéties, j'ai enfin pu aller les voir en vrai, voir ces 2 magnifiques vitraux de Jacques Gruber. Hélas, la luminosité n'est pas optimale dans cette salle du conseil de la mairie. Il y a une sorte de sas couloir à l'arrière, mais je vous propose de regarder quelques détails de très près. Ces détails permettent véritablement de se rendre compte de l'incroyable richesse des verres utilisés. Mais également le travail remarquable effectué sur les plombs, qui ne sont pas de simples baguettes, mais réalisés à façon afin d'obtenir un certi graphique et ainsi assurer une superbe puissance visuelle. Énormément de découpes avec des formes souvent complexes. On trouve même des verres facettés. Et sincèrement, j'avoue ne pas m'en lasser. Les détails de l'éléphant sont également époustouflants. Idem pour le tigre, contraste de couleurs et de matière et de formes. Cette découverte in situ a été réellement un intense bonheur, mais poursuivons notre visite de l'expo et de ses vitraux. Alors nous sortons de l'ambassade française à la découverte d'un vitrail de vitrailliste, certainement le plus original et surtout le plus inattendu dans toute l'exposition, dans le jardin des délices terrestres. Ce jardin a été réalisé par l'architecte paysagiste Gabriel Guévriquian avec la collaboration de Louis Barillet pour la partie vitrail. Et vous voyez ici une vue d'artiste de ce jardin triangulaire aux inspirations persanes, plutôt très cubistes. Et c'est ce globe symbolisant la Terre, situé au centre du jardin, qui est traité à l'aide de vitraux par Louis Barillet, afin de donner de la vie à ce jardin d'eau et de lumière. Car il s'agit bien d'une fontaine. À l'arrière, un jet d'eau est projeté depuis une fontaine de verrerie en forme de calice spirale en direction de la sphère dans un premier bassin qui s'écoule dans un second et à son tour dans les 2 bassins triangulaires de chaque côté. Le résultat a assurément de quoi étonner. Ce gros plan sur la sphère permet d'apprécier le travail du vitrailliste. Certains détails sont parfaitement identifiables au style de Louis Barillet. On pourrait même croire que pour cette œuvre ont été réutilisées des chutes en provenance d'autres vitraux, mais en réalité ce sont des verres imprimés. Et en fonction des photos, la sphère n'a pas toujours la même position. En effet, elle tournait sur son axe et était éclairée de nuit, arrosant de lumière aux couleurs changeantes le jardin et ses bassins. Voici un bel autochrome avec les vraies couleurs. On note que la palissade est faite de plaques de verre triangulaires au ton rouge dégradé vers le blanc, une réalisation particulièrement originale également. Et puisqu'à côté de ce jardin se trouve une des 4 tours des grandes régions viticoles françaises, nous allons nous y intéresser. Ces 4 tours, à la gloire des vins de France, sont toutes identiques extérieurement. Elles ont été surnommées les tours Plumet du nom de leur architecte Charles Plumet. Ces 4 tours se composent d'une structure de base similaire avec au rez-de-chaussée une grande et haute salle destinée à la découverte des crus et aux dégustations. Cette salle est éclairée par de grands vitraux sur chacune des façades. Au sommet, 2 étages de restaurant et en dessous, un pour les cuisines. Nous allons commencer la visite par la tour de Bordeaux qui est la plus proche de nous, mais surtout la plus documentée. Les 4 tours sont donc extérieurement identiques et l'intérieur est personnalisé en fonction des exposants, mais surtout en fonction du choix des artistes décorateurs. À gauche, sur cette quasi unique photo intérieure, on constate que l'art décoratif est bien présent.
entre autres à travers une grande et belle statue d'Alfred Janniot, intitulée La Vigne, au centre du comptoir de dégustation. Au-dessus des portes, un panneau décoratif de Jean Dupas intitulé Le Vin. Encore au-dessus, 3 grands vitraux réalisés par les ateliers Schneider Frères et Wolf des Verreries de la Briche. Et comme vous pouvez le constater sur cette vue rapprochée, ces vitraux vantent clairement les différents crus des vins de Bordeaux, une communication, il faut bien l'avouer, plutôt originale. Je ne sais pas si vous arrivez à lire un peu les différents crus, Château Guiraud, Château Yquem. Joindre l'utile à l'agréable. Et on reste sur la partie sud de l'esplanade et on découvre la Tour de Paris et ses productions de liqueurs. Ce sont toujours les ateliers Charles Schneider qui réalisent les vitraux. Et sur la photo de gauche, on en devine le dessin sur cette photo de nuit. Les motifs choisis sont les fruits de France, évidemment, à la base des productions de liqueurs et autres alcools forts. Il y a quelques années, j'avais tenté une mise en couleur de ce vitrail. C'est le dessin que vous avez sur la gauche. Mais nous avons eu de la chance puisque le fond des autochromes Albert Kahn a été mis en ligne il y a quelques années, ce qui m'a permis de comparer avec les vraies photos couleurs. À droite, il s'agit de la photo du vrai vitrail en couleur, ce qui prouve que je ne m'étais pas si mal débrouillé. Voici les 3 verrières des fruits de France. Elles sont réunies toujours d'après un autochrome du fond Albert Kahn. Poursuivons notre visite des tours plumées. Derrière le jardin de Sèvres, réalisé par Henri Rapin, voici la tour de Bourgogne et d'Anjou. Le vitrailliste est encore une fois Charles Schneider. Les vitraux semblent identiques à ceux de la tour de Paris. Passons maintenant à la 4e et dernière tour, celle des vins de Champagne et d'Alsace, qui me tient tout particulièrement à cœur, comme vous pouvez l'imaginer. En effet, c'est Jacques Rapin qui a été choisi pour décorer et agencer l'intérieur de cette tour. Inutile de vous rappeler encore une fois qu'il est l'architecte de la piscine Art déco du Tennis Club de Reims et surtout un architecte rémois de la reconstruction qui a quand même déposé 31 permis de construire à Reims. Et comme souvent, les informations sont rares et je n'aurai que quelques photos, souvent zoomées, pour que vous puissiez voir ces vitraux qui n'ont pas été réalisés par Schneider comme dans le cas des 3 autres tours, mais par Auguste Labouret. Il n'est pas étonnant que les informations soient rares pour la tour de Champagne. Dans la revue L'Architecte du 2 août 1925, le journaliste note que la décoration n'est pas encore terminée alors que l'exposition a été inaugurée le 28 avril, soit 3 mois auparavant, et qu'elle fermera ses portes le 25 octobre. Cependant, dans la même revue, j'ai trouvé un petit texte édifiant qui résume assez bien les choses. Je le cite. Pour ces 4 tours, il convient de citer les vitraux des Grandes Baies qui sont d'un dessin merveilleux et d'une très riche exécution. Tandis que ceux du pavillon de Bordeaux sont convertis en enseignes publicitaires, les autres conservent une composition complètement décorative. Ceux de la tour de Champagne et d'Alsace sont plus riches encore. Ils sont d'une coloration bleu pan avec de grands et larges rayons verts, prenant naissance dans les ornements formés d'écailles au ton violet sombre ou éclatant. Et ils sont signés Auguste Labouret. Ils ont été appréciés. Alors, il existe quelques autochromes avec cette tour des vins de Champagne, mais la qualité n'est pas suffisante pour apprécier le tracé des vitraux d'Auguste Labouret. Sur la photo de gauche, on apprécie un peu mieux ces motifs. La photo de droite est une rareté issue d'un portfolio sur le fer à l'exposition. On découvre le lustre monumental de la tour du Champagne, conçu également par Jacques Rapin et réalisé par le ferronnier rémois Marcel de Crillon. À sa base octogonale, on lit alternativement les noms Champagne et Alsace, mais ce qui nous intéresse le plus se trouve derrière, puisque l'on découvre dans le détail les magnifiques vitraux d'Auguste Labouret sur lesquels nous allons venir zoomer. Les fans d'Auguste Labouret seraient comblés. On reconnaît bien son style, pas très éloigné de ce qu'il a créé pour le fameux buffet de la gare de Saint-Quentin, même si l'aspect final devait être bien différent, notamment au niveau des couleurs, si l'on s'en tient aux descriptions faites dans la revue précédemment citée. Malgré le manque de photos de qualité et que le seul plan rapproché à notre disposition soit amputé d'une grande partie du motif, j'ai tenté de restituer la totalité du dessin de ces vitraux, assurément magnifiques. Et vous avez en bas à droite un petit morceau de ces vitraux justement du buffet de la gare de Saint-Quentin. Alors toujours en m'appuyant sur l'article de la revue L'Architecte, je me suis aventuré à suivre les descriptions du journaliste quant aux couleurs. Le fond a une base bleu pan, les rayons sont dans les tons verts, et ce qu'il nomme des écailles mais qui ressemblent plutôt à des fleurs, du violet sombre à très éclatant. Évidemment, ce n'est qu'une proposition de restitution, difficile de certifier si je suis proche ou pas.
Quoi qu'il en soit, l'effet devait être saisissant, surtout quand on pense que chaque vitrail mesurait 1,80 m de large par panneau sur une hauteur de 6,10 m, soit 36 mètres carrés de vitraux sur chacune des façades du pavillon de la Champagne. Donc, au total, 144 mètres carrés de vitraux. Et ça, on peut aussi le multiplier par le nombre de tours. Donc, on imagine la masse de vitrail qui a été réalisée. Et on reste encore quelques instants sur la tour des vins de Champagne d'Alsace, puisque dans le cadre d'un projet plus global sur le champagne dans les expositions universelles, j'ai entrepris la réalisation d'une maquette de cette tour aménagée par Jacques Rapin. À l'échelle du 1/50e, la maquette mesure 60 cm de hauteur. Et bien sûr, j'ai reconstitué les vitraux sur la base de ma proposition de restitution, dont on peut voir ici le résultat, magnifié par les rayons lumineux. Et là, on se dit qu'il est bien dommage que nous n'ayons pas de vraies bonnes photos prises à l'exposition. Le pavillon suivant a été conçu par le maître-verrier René Lalique, natif d'Ailly à côté d'Épernay, en collaboration avec l'architecte Marc Duclouseau. Pavillon de taille modeste, il est cependant composé avec beaucoup de goût et présente les plus belles pièces en provenance des usines alsaciennes de René Lalique. À droite, une rare photo de ce vitrail pour le moins original. Le châssis a été conçu par l'architecte, il est en ciment armé, il fait partie intégrante du bâtiment et contribue à sa décoration. Cette photo couleur provient du fond des autochromes Albercan, encore une fois. René Lalique a garni cette verrière de verre dépoli, strié, imprimé, cathédrale, parfois coloré, avec des sujets rapportés ou non. D'après leur créateur, cela produit une décoration originale, offrant une luminosité merveilleuse et remplace avantageusement les vitraux employés autrefois. Mais bon, ce commentaire n'engage que son auteur. Quelques dizaines de mètres plus loin, on trouve le grand pavillon de Nancy et de la région de l'Est. Il a été conçu par l'architecte Pierre Le Bourgeois et arbore un style moderne, très massif, évoquant cette grande région de production industrielle et métallurgique. J'ai failli passer à côté des vitraux qu'on aperçoit difficilement au centre de la photo. Ils ont été réalisés par le Nancéen Jacques Gruber. Je ne sais pas si vous les voyez ici. C'est vrai que je suis tombé dessus un peu, enfin pas par hasard, mais à force de regarder les photos de près. Alors là, ici aussi, on les aperçoit encore un peu, timidement sur la gauche de l'autochrome. Cette aile gauche du pavillon renferme une salle de conférence et d'audition musicale pouvant contenir 150 personnes. Les vitraux de Jacques Gruber sont censés égayer l'ensemble de chaudes tonalités. Pour son vitrail, la reconstruction dans l'Est, le maître-verrier nancéen s'est inspiré des paysages lorrains et des travaux de reconstruction des régions dévastées. Il s'agit d'un vitrail fort intéressant et on aurait pu croire à sa conservation, mais pour le moment, les recherches sont avérées vaines. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Passons à la section des ensembles mobiliers dont le président est le célèbre décorateur Maurice Dufresne. Cette galerie occupe plusieurs bâtiments de la partie est de l'esplanade des Invalides. J'ai répertorié au moins 7 ou 8 vitraux dans cette section et on n'y trouve que du beau monde, avec des réalisations de Jacques Gruber, Armand Paris, Georges Bourgeot, Joseph-Jean Queffray et Georges Merclen. Également l'atelier Janin qui a réalisé un vitrail pour le stand numéro 96, qui est le stand Majorel, excusez du peu, pour lequel j'ai bien trouvé un cliché, mais dont le vitrail reste invisible. Nous aurons un peu plus de chance avec le suivant, le stand 61-62, qui est celui de la maison Jacob de Lafont. On y découvre un magnifique et riche cabinet de toilette composé par Charles Barberis. Le magnifique vitrail à la fontaine que l'on devine au-dessus de la baignoire à l'arrière-plan est encore un chef-d'œuvre de Jacques Gruber qui est décidément partout à l'exposition. En fait, Jacques Gruber se trouve dans 13 lieux de l'exposition. Mais le cadrage précédent ne me permettait pas d'y percevoir un second chef-d'œuvre, cette incroyable verrière de plafond au motif de nuages qui ajoute des cieux divins à cet ensemble déjà fort précieux. Jacques Gruber nous gâte. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de document où cette verrière serait visible en totalité. Alors je me suis permis de redessiner encore une fois ce vitrail à la fontaine, un thème récurrent à l'entre-deux-guerres, histoire d'en apprécier encore plus les contours et les détails, à défaut d'avoir pu le localiser à un éventuel vestige de nos jours. Il est bien sûr permis de rêver. Et voici la version en couleur de ce vitrail à la fontaine. Le résultat est cependant encore une fois très hypothétique, mais je me suis quand même inspiré d'autres réalisations de Jacques Gruber en puisant dans sa palette et son univers.
Le pavillon suivant est celui de l'art appliqué au métier, qui est un concentré de ce qui se fait de mieux dans tous les domaines des arts décoratifs. Il a été mis en œuvre par la Société de l'art appliqué au métier, que dirige Henri-Marcel Magne, éminent professeur au Conservatoire national des arts et métiers et un des plus fermes soutiens du mouvement moderniste. Ce sont plusieurs dizaines de créateurs, artistes et artisans qui ont œuvré à l'extérieur comme à l'intérieur de cette maison moderne, dont plusieurs maîtres verriers, Auguste Labouret, les ateliers Schneider, Dumas, la maison d'Hervilliers et encore une fois, Jacques Gruber. Sur cette photo de la façade arrière, on aperçoit au centre un vitrail cruciforme de Gruber situé dans l'oratoire du pavillon. Ici. Voilà, l'alcôve de l'oratoire à côté. On va le revoir après. Alors, entrons dans le pavillon. Voici cet oratoire composé par Bernard Obold, qu'on connaît bien à Reims, puisqu'il a œuvré à la restauration de l'hôtel de ville. Obold a voulu créer ici une ambiance propre au recueillement. Cette ambiance est renforcée par des revêtements en mosaïque d'émail dessinés par Maurice Denis, qui a également magistralement œuvré à Reims pour les décors de l'église Saint-Nicaise. Quant au vitrail, Jacques Gruber l'a souhaité monochrome afin de s'opposer visuellement à la richesse de coloration des mosaïques. Le contraste est effectivement saisissant et plutôt réussi. Poursuivons notre périple et remontons l'esplanade des Invalides en direction de la Seine et arrêtons-nous au niveau des pavillons mis en œuvre par les grands magasins à travers leurs ateliers de production artistique. Le premier à nous interpeller est celui de la Maîtrise des Galeries Lafayette. Ce pavillon a fait l'objet d'un concours ouvert entre tous les architectes français. Les aménagements intérieurs ont été réalisés par Maurice Dufresne, de même que le grand vitrail à l'entrée du pavillon. Ce grand vitrail, étudié en collaboration par les architectes et Maurice Dufresne, a été réalisé, bien sûr, par Jacques Gruber. Il est traité d'une façon absolument nouvelle, avec des saillies et des volumes, représentant ainsi une véritable architecture de verre en 3 dimensions, qu'il est bien sûr difficile de rendre sur une photo qui est en 2 dimensions. Cette photo, hélas de mauvaise qualité, permet de se rendre compte que les motifs rayonnants du grand vitrail se poursuivent au niveau des 2 groupes de 4 fenêtres verticales de part et d'autre. L'effet à l'intérieur devait être saisissant. Je n'ai hélas pas trouvé les dimensions précises, mais en m'aidant de photos et de quelques plans, j'estime ces dimensions à 3,50 m de largeur pour une hauteur de 8,50 m, sans compter bien sûr les petits vitraux marginaux. La photo de droite, colorisée d'époque, est certainement bien loin de rendre grâce au résultat final, mais on peut imaginer la richesse visuelle des 1001 rayons de couleurs projetés dans le pavillon lorsque le soleil est de la partie. Dirigeons-nous maintenant vers l'atelier Studium des grands magasins du Louvre. Il s'agit certainement du pavillon le plus précieux, une œuvre très française à la délicate harmonie. Il a été réalisé par Albert Laprade suite à un concours ouvert. L'unique vitrail du pavillon est encore une fois une œuvre de Jacques Gruber. Sur la photo de gauche, la salle à manger composée par Maurice Maté, un jeune décorateur de 22 ans. Et derrière la banquette au fond, on aperçoit les 2 pans d'un vitrail composé de 3 parties placées en beau window. Il s'agit du parc sous le vent. Voici le tracé d'origine de ce vitrail vivant et exotique. Il a été reproduit dans le portfolio Le vitrail à l'exposition des arts décoratifs, mais hélas en noir et blanc. Mais on peut cependant imaginer un traitement moderne des couleurs, plein de fougue et de contraste. Et toujours en m'inspirant d'autres réalisations exotiques de Jacques Gruber, voilà une proposition de restitution de cette belle verrière. On ne sait jamais, cela fera peut-être avancer les choses et vous aurez reconnu qu'une partie de ce dessin aura servi pour les affiches pour la conférence de ce soir. Sur la rive gauche, il nous resterait encore 2 pavillons à découvrir que j'ai entourés en bleu, celui du maître verrier Mauméjean et bien sûr le pavillon des vitraux que je réserve pour la fin de cette intervention. Je vous propose donc d'emprunter le pont Alexandre III en direction du Grand Palais et du secteur du Cours la Reine. Ce pont Alexandre III, ce n'est pas un pont comme les autres. Construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, on lui offre de nouveaux atours pour cette exposition des arts décoratifs. Et il devient, pour l'occasion, un pont de boutique entièrement dédié aux arts appliqués français et aux industries du luxe. Cette rue des boutiques a été composée par le grand décorateur Maurice Dufresne. Les boutiques sont au nombre de 44.
Visiteurs et visiteuses avaient de quoi faire de belles découvertes et surtout des emplettes certainement très onéreuses. Seules 2 boutiques arborent des vitraux à leur façade et une troisième des verres gravés, mais qui valent la peine d'être évoqués ici. La première boutique est celle d'Henri Millot, marchand de bijoux et d'objets d'art. Doublement hélas, je n'ai trouvé aucune photo de cette boutique, ni même du vitrail, œuvre de Georges Merklen. Passons à l'Acropole, une boutique d'art moderne mise en œuvre par Jean de Gobert d'Allen. Les vitraux se trouvent en façade. Les 4 panneaux ont été dessinés par la peintre franco-danoise Gerda Wegener. On remarque l'originalité du style de ces vitraux fabriqués par la verrerie de Leun à Épinay-sur-Seine, qui avait développé une technique d'émail à chaud sur verre dont on imagine assez bien le résultat en relief avec ce plan rapproché. Cela semble assez unique dans cette exposition des arts décoratifs. Et pour le plaisir, on termine par la boutique de Guélis Frères, un magasin de fourrure, boulevard des Italiens, à Paris. En verre gravé, il m'a semblé que cette réalisation avait le droit de citer ici. On apprécie l'exotisme et la simplification des formes pour un magnifique résultat graphique. Il faut dire que la fabrication a été confiée au maître verrier Gaëtan Janin d'après la composition de l'architecte Éric Bage. Terminons avec le dessin préparatoire de ce magnifique verre gravé reproduit dans le portfolio, le vitrail à l'exposition de 25, et on note que le léopard a été plus stylisé dans la réalisation finale, peut-être aussi pour des raisons techniques. Je vous remontre la réalisation. Il y a un peu moins de détails, mais c'est quand même pas mal. Il est temps pour nous de rejoindre le cours La Reine et cette longue bande de terrain en rive droite de la Seine, partant de la place de la Concorde jusqu'à un peu avant le pont de l'Alma et qui passe bien sûr devant le Petit Palais, puis le Grand Palais. On commence par le pavillon de Limoges, comme on l'appelle à l'Expo. Mais son vrai nom, c'est le pavillon du 7e groupement économique régional mis en œuvre par l'hôtel de la Chambre de commerce à Limoges. Donc dans le genre, on peut faire plus court. Il s'agit d'un pavillon art déco, sobre, de bon goût et à la mode du moment. Les arts du feu y sont particulièrement à l'honneur, notamment les porcelaines, les émaux et bien sûr les vitraux. On en aperçoit un sur la double porte d'entrée, à l'angle du pavillon, avec des motifs qui sont liés aux arts de la table. C'est une création de Francis Chigot. Francis Chigot n'est pas un inconnu à Troyes, puisqu'une exposition temporaire à la Cité du Vitrail nous aura permis d'apprécier un grand nombre de ses œuvres, de ce maître verrier Limougeot, du 28 novembre 2023 au 8 mars 2024. Un pur bonheur pour les yeux. Mais revenons au pavillon de Limoges. Francis Chigot réalise également un magnifique vitrail, La Tapisserie, qui sera la grande star de ce pavillon, d'après un carton de Pierre Parot. Voici le magnifique carton conservé aux archives départementales de la Haute-Vienne. Ce superbe vitrail, très art déco, représente les métiers de la tapisserie d'Aubusson d'une façon assez stylisée. Il a été réalisé en grisaille avec des verres striés et diamantés qui favorisent les jeux de lumière. Par chance, on peut toujours admirer cette œuvre de Francis Chigot. Aujourd'hui, elle fait partie des collections permanentes de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson et on comprend aisément qu'il ait été récompensé d'un grand prix à l'exposition. En 2023, j'ai eu l'occasion de faire un crochet par Aubusson et son musée de la tapisserie. Et si cette ville semble un peu perdue au bout du monde, son musée mérite bien un petit détour. Un vitrail plein de charme, tel qu'à l'exposition des arts décoratifs il y a 100 ans. Et comme rien ne vaut un gros plan pour apprécier le travail de la matière, du relief, des couleurs et de la lumière, profitons-en. Ces 2 dernières photos sont extraites du catalogue de l'exposition Francis Chigot à Limoges, Un monde de lumière. Le pavillon suivant me tient tout particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de la participation officielle de la Champagne à l'exposition des arts décoratifs. Il s'agit du mausolée des batailles de Champagne, érigé à la mémoire des héros privés de sépulture. L'URAD, qui est l'Union rémoise des arts décoratifs, présente une maquette à échelle réduite de ce que sera le futur mausolée qui devrait être construit dans la région de Reims après l'exposition. L'architecte est Adolphe Prost, en collaboration avec une quinzaine de membres de l'URAD, comme de mes frères, le paysagiste Édouard Redon, Édouard Sédier pour la sculpture, Marcel de Crillon pour la ferronnerie, et bien sûr le maître verrier rémois, Jacques Simon, pour les vitraux. Comme on peut le lire ici, gravé sur la partie arrière du mausolée. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, là, on voit bien ressortir Jacques Simon, mais c'est pas moi qui l'ai fait ressortir pour que vous le lisiez mieux. C'était comme ça sur la photo dans le portfolio. Donc on ne sait pas. Alors,
Je ne sais pas si la gravure a pu être refaite après ou si c'est une retouche qui a été faite sur les films qui ont servi à faire les plaques pour l'impression, mais toujours est-il que voilà, il ressort plus que les autres. Nous n'évoquerons pas tous les détails et rebondissements de ce projet. En revanche, parlons des 3 vitraux en partie haute du mausolée. Comme évoqué, ils ont été réalisés par le maître verrier Jacques Simon. Les photos en noir et blanc ne permettent pas de le remarquer, mais ces vitraux à motifs floraux sont tricolores, bleu, blanc et rouge, symbole visuel permettant d'exacerber la fibre patriotique des futurs mécènes. Il faut croire que le projet a bien plu puisque le mausolée a enfin été érigé en 1927 dans le cimetière militaire à la sortie de Sillery, petite commune à 10 km de Reims. À noter qu'il y a eu quelques changements entre la maquette et le monument final. On trouve toujours 3 vitraux en partie haute, mais également 3 autres vitraux supplémentaires en partie basse à l'arrière qui éclairent la crypte dont l'entrée comporte maintenant une seconde porte. Commençons par les vitraux en partie supérieure, et au premier coup d'œil, on se rend compte qu'ils sont bien différents de ceux présents sur la maquette à l'exposition des arts décoratifs. Et on peut se poser la question de savoir si ce sont bien des vitraux réalisés par l'atelier Jacques Simon. Il faut entrer dans le mausolée pour avoir un début de réponse et surtout se rapprocher des vitraux. Ce sont des vitraux qui datent de 1986 seulement, mais hélas, impossible de déchiffrer la signature. J'ai contacté l'atelier Simon Marc à ce sujet, mais personne ne semble avoir la réponse pour le moment. Pas même la mairie de Sillery qui a quand même dû payer la facture. En attendant, partons à la découverte des 3 vitraux de la crypte, entre lesquels s'intercalent 2 portes métalliques. Dès le premier regard, on se rend compte qu'ils sont résolument modernes et malgré les grilles métalliques, ils ont été tous les 3 en partie cassés. Ces vitraux de petite taille, 68 cm de hauteur sur 28 de large, représentent des pots à feu d'où jaillit la flamme éternelle du souvenir. Par chance, le vitrail de droite est le moins abîmé et c'est le seul qui porte la signature de Jacques Simon. On se rapproche de la signature et on découvre l'année 1927. On note que Jacques est orthographié J-A-C. Et avec encore plus de raison que d'habitude, vu que ces vitraux sont impossibles à voir dans leur intégralité et à moitié détruits, je n'ai pu m'empêcher de les redessiner, permettant ainsi de constater de la qualité du graphisme originel de Jacques Simon. Avouons-le, il s'agit d'une magnifique œuvre d'art, simple, moderne, mais pleine d'originalité. Mais revenons quand même aux 3 vitraux de la partie supérieure. J'ai contacté Marie Savoldelli, ingénieure en analyse des sources historiques et culturelles au centre André Chastel et qui a fait ses masters 1 et 2 sur Jacques Simon. Nous avons beaucoup échangé au sujet des vitraux de la maquette à l'exposition de 25 et ceux de la réalisation finale à Sillery. Nous n'avons pas de photos des vitraux installés à Sillery. En revanche, Marie Savoldelli a pu me communiquer quelques photos en provenance d'un album de Jacques Simon conservé à la médiathèque du patrimoine et de la photographie à Charenton-le-Pont avec des clichés noirs et blancs des maquettes des vitraux et également une ébauche de projet avec quelques couleurs que je ne vous montrerai hélas pas ce soir parce que je n'ai pas eu le temps de contacter la médiathèque pour avoir l'autorisation. Mais voilà, donc les renseignements ont cependant été bien utiles pour réaliser cette illustration. Jacques Simon a noté les mesures des vitraux de la maquette dans son album, 68 cm de hauteur sur 28 de large. J'étais retourné à Sillery pour prendre des mesures. Les dimensions sont identiques à celles du mausolée de 1927. Les fleurs représentées sont des bleuets, des marguerites et des coquelicots. Évidemment, on ne peut pas être sûr de l'exactitude de ma mise en couleur, mais l'esprit doit être là. Et pour le plaisir des yeux, j'ai tenté un montage de ces vitraux en partie haute du mausolée, tel qu'il devait être le jour de leur installation en 1927, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par ceux de 1986, certainement cassés par les jets de pierre des enfants du village pendant plusieurs décennies. Et avant de quitter définitivement le cimetière militaire de Sillery, on peut se réjouir de la restauration récente du mausolée, et surtout de ces vitraux qui sont à nouveau comme neufs. On regrette de ne pas pouvoir entrer dans la crypte pour apprécier le soleil qui les traverse. Et cette fois-ci, nous quittons définitivement le mausolée restauré. On se rapproche maintenant de la porte d'honneur de l'exposition et du Grand Palais, à la découverte du pavillon des renseignements et du tourisme, un pavillon très connu et très réputé, œuvre de Robert Mallet-Stevens, un des meilleurs architectes d'avant-garde de son époque. Ce pavillon comporte des portes en fer forgé par Raymond Sub, des bas-reliefs exécutés par les frères Martel et de magnifiques vitraux en bandeau sur le pourtour du pavillon réalisés par Louis Barillet. Le design de ce pavillon a toujours beaucoup d'adeptes aujourd'hui et est une véritable référence.
L'intérieur est très sobre et dépouillé, l'éclairage est assuré par une verrière sommitale et le pavillon dans sa totalité est scindé par une longue verrière lumineuse monochrome de 50 cm de hauteur à la gloire des monuments français les plus fameux. Voici quelques détails de cette magnifique frise des monuments de France réalisée par le maître verrier Louis Barivier et ses collaborateurs habituels Jacques Le Chevalier et Théodore Hansen. En haut, on reconnaît des monuments parisiens. Nous avons l'Opéra, le Panthéon, Notre-Dame et l'Arc de Triomphe à droite. Et en bas, les châteaux de la Loire avec Langeais, Chambord et Chenonceau. Et pour mieux se figurer la forme globale du pavillon du tourisme, en voici une maquette ou un 50e que j'ai réalisé pour un projet d'exposition en 2025 à l'occasion de ce centenaire de l'exposition des arts décoratifs. Voici une vue rapprochée de l'entrée. Il s'agissait d'un des pavillons les plus modernes de l'époque. Cette vue de l'arrière et du côté permet d'apprécier l'original vitrail bandeau réalisé par Louis Barivier. Il ceinture la quasi-totalité du pavillon sur plus de 54 mètres de longueur. Alors, ces vitraux représentent les plus fameux monuments de France. Hélas, ils ont tous disparu. J'ai essayé tant bien que mal d'en restituer le dessin, mais il y a encore quelques zones d'ombre. Voilà, on peut voir en bas à droite. Ça, je me suis juste inspiré de formes que j'ai pu voir sur des photos, mais bon, voilà, je n'ai pas vu les détails. Et là, on voici une vraie portion à titre d'exemple. Et de gauche à droite, vous avez la cathédrale de Laon, Notre-Dame de Reims et la basilique Saint-Rémy. En dessous, la porte Mars. Puis à droite, vous avez Troyes et l'hôtel Vauluisant, ainsi que la porte chaussée de Verdun à l'extrême droite. Et comme pour la majeure partie des vitraux que vous voyez dans cette présentation, on se pose toujours la même question, mais que sont devenues toutes ces magnifiques créations? Puis on trouve le pavillon très original réalisé par Guillaume Tronchet. C'est celui des postes, télégraphes et téléphones. Une sorte de modèle idéal pour une poste moderne, et on a la chance d'y découvrir 3 magnifiques vitraux qui sont encore l'œuvre de Jacques Gruber. Les ouvertures pour ces vitraux accusent une forme qui nous est chère, pour tous ceux qui aiment l'art déco, celle de la pastille Vichy, si prisée à l'entre-deux-guerres. Et si, comme pour la plupart des pavillons, celui des PTT n'a pu être conservé, par chance, ces 3 vitraux ont été réutilisés après l'exposition par l'architecte Guillaume Tronchet pour réaliser l'hôtel des postes de Bar-le-Duc qui a été construit entre 1926 et 1928. Ces vitraux sont toujours visibles aujourd'hui en façade de la poste de Bar-le-Duc. Les 3 vitraux illustrent les moyens de transport et de communication modernes et rapides de cette époque. Les transports par la mer et par les airs, on pense de suite aux messageries maritimes ou à l'épopée de l'aérospatiale. Ce vitrail est visible sur la baie gauche de la poste actuelle. Bien sûr, le central téléphonique et la télégraphie sans fil, la fameuse TSF qui se développe rapidement depuis 1922. Ce vitrail occupe la façade principale du pavillon à l'exposition et il est en partie centrale de la poste de Bar-le-Duc. Et pour terminer, le vitrail des chemins de fer avec au premier plan un wagon des postes et télégraphes. À noter que ces 3 verrières ont été ensuite exposées au Salon des artistes français en 1926. Le pavillon des PTT était censé comporter un 4e vitrail dont je n'ai ni retrouvé la trace ni le nom. J'ai quand même cette photo parue dans un recueil de l'époque, mais sans plus de détails. Dirigeons-nous maintenant vers la section voisine sur le cours Albert Ier, en direction du pont de l'Alma, à la découverte du village moderne, appelé également le village français. Il s'agit d'un ensemble d'une vingtaine de bâtiments formant un village moderne, pas comme un modèle idéal, mais plutôt un concentré d'idées ou un fragment de bourg adapté aux nécessités essentielles d'une population de 800 à 1200 habitants. Le but est aussi de montrer que ce qui est utile peut être également beau. Ce sont finalement les fondements des arts décoratifs. Évidemment, nous nous contenterons des constructions qui comportent des vitraux. On se dirige vers la mairie du village. Son architecte est une pointure puisqu'il s'agit d'Hector Guimard, qui semble avoir un peu de mal à se départir de ses premiers amours et de l'art nouveau qu'on sent encore bien présent dans quelques détails. On trouve des vitraux en façade arrière, visibles sur la photo de droite. En zoomant sur la photo de cette façade, on arrive à percevoir les détails de ce vitrail qui éclaire la salle des mariages de la mairie. Certainement d'un très bel effet, mais d'un dessin également très évocateur de l'art nouveau, malgré des formes un peu géométriques. On apprend dans la construction moderne d'octobre 1925 que cette maison aurait dû être un atelier de potier et que finalement l'architecte Émile Brunet a édifié la maison d'un tisserand. Alors qu'importe, ce qui nous intéresse, c'est ce beau vitrail de la salle à manger en façade arrière, réalisé également par Jacques Gruber.
Rapprochons-nous un peu de ce vitrail, qui semble très original, car cette fois-ci, il nous est resté dans son intégralité. En effet, il fait partie, depuis 2008, des collections du Musée des Beaux-Arts de Reims. On peut en profiter en couleur et en prendre plein les yeux. Il est magnifique. Évidemment, on peut s'étonner du contraste entre cette réalisation au sujet très exotique, les singes, pour la maison d'un artisan et qui plus est dans le village moderne et français. Bien sûr, depuis le milieu du 19e siècle, l'exotisme est à la mode avec un goût prononcé pour l'ailleurs et les voyages lointains. Mais peut-être est-ce un projet que Gruber avait sous le coude et qu'il a adapté pour l'exposition. On peut comparer le vitrail final à l'exposition avec un projet de Gruber publié en 1929 dans l'Encyclopédie des métiers d'art, aux dimensions différentes, une version agrandie et complétée. Alors s'agit-il du projet initial ou un possible réemploi envisagé après l'exposition? La question reste entière. Profitons quand même du dessin original de Jacques Gruber, car même le crayonné sans couleur est à tomber par terre. C'est toujours passionnant de voir ce type de travail préparatoire et d'apprécier comme ici, quand même on peut l'avouer, un très bon coup de crayon. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin avec des vues rapprochées de ces magnifiques vitraux. Un grand merci au Musée des Beaux-Arts de Reims de m'avoir envoyé ces quelques photos en bonne résolution. Elles permettent de mieux voir les détails et surtout d'apprécier le travail et la vision de l'artiste. Que ce soit au niveau du choix des verres, entre les couleurs et les textures qui jouent avec la lumière. Et cette mise en plomb originale et unique qui nous offre une vision enrichie de l'œuvre de Jacques Gruber. Et sans vouloir insister sur le sujet, je me suis permis un petit montage du vitrail tel qu'on le connaît avec une photo de cette salle à manger, art déco, mais surtout très régionaliste. Ça reste effectivement à la maison d'un artisan avec un vitrail résolument moderne et exotique. Donc un contraste quand même assez étonnant. Et à noter que les singes de Jacques Gruber ont été présentés jusqu'au 9 mars dernier, ici même, à la Cité du Vitrail, ce qui m'a permis d'en profiter également de très près, en attendant de les revoir à Reims, dans le futur Musée des Beaux-Arts, une fois les travaux d'agrandissement terminés. Je ne vous note pas de date. On va s'intéresser maintenant à un autre édifice du village moderne, et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'église du village. L'architecte Jacques Droz n'a pas souhaité rivaliser avec les cathédrales d'hier, au contraire, il a réalisé le sanctuaire d'un bourg modeste. Construite pour la Société de Saint-Jean, on note l'heureuse collaboration du peintre Maurice Denis dans un effort de création dans l'art religieux de son temps. Cette petite église est un incroyable concentré d'art sacré. Je n'ai pas de liste exhaustive, mais on ne dénombre pas moins d'une centaine d'artistes qui ont collaboré à cette décoration, au mobilier et aux objets de culte présents dans cette église de l'Expo. À noter que l'hôtel visible sur cette carte postale se trouve actuellement dans l'église de Limay, entre Fismes et Braine. Quant aux vitraux, on peut dire qu'on est bien servi dans cette petite église. Il y en a 25 en tout. Je vous ai gâté. Et sur ce plan de l'église, j'ai figuré en bleu l'emplacement des vitraux. En bas, vous avez la grande rose de façade, bien sûr, et sur les trois autres faces, 24 grandes lancettes, 9 dans la chapelle de droite, 9 dans la chapelle de gauche et 6 dans l'abside, dans la chapelle du maître-autel. On commence par la rose céleste en façade qui représente le couronnement de la Vierge. En voici un dessin préparatoire au revers de la façade, reproduit sur une carte postale. La rose centrale est entourée de fresques. Voici la maquette d'un fragment de cette décoration, l'ange aux clés, réalisé par mademoiselle Valentine Reyre, élément se trouvant en haut à droite du décor au revers de la façade. Alors je n'ai pas réussi à trouver une belle représentation photographique de la rose en dehors de ce gros plan partiel qui permet cependant de se rendre compte du graphisme et du style ainsi que de la qualité de l'exécution. Elle a été réalisée par le maître verrier Charles Lorrain d'après un carton de Valentine Reyre, membre de la Société de Saint-Jean pour le développement de l'art chrétien. Alors si je n'ai hélas pas pu compléter mes photos de la rose, voici quand même 2 maquettes préparatoires du projet du vitrail et de fresques au revers de la façade. Des documents qui m'ont été communiqués dernièrement par l'Association des Amis de l'œuvre de Valentine Reyre. Cette vision en couleur nous confirme que le décor était très gai et coloré, en tout cas beaucoup plus que ne laissent supposer les nombreuses photos en noir et blanc. Et à noter que nous avions eu le plaisir d'assister ici même en octobre 2024 à une passionnante conférence sur Valentine Reyre par Martine Sautori.
Commençons par la chapelle de droite, la chapelle du Christ Rédempteur, exécutée par les artisans de l'autel. Sur les 9 vitraux de la chapelle, j'ai pu en identifier 7. Les 3 premiers, au centre du groupe, forment un bel ensemble, la Vierge écrasant le serpent. Ils ont été exécutés par Louis Barillet, avec la collaboration de Jacques Le Chevalier et Théodore Hansen. Un petit zoom sur le carton préparatoire des 3 panneaux de la Vierge écrasant le serpent. Ces 4 autres vitraux ont été réalisés par Albert Xell. Nous avons la Miséricorde à gauche, puis la Justice, et à ses côtés le Portement, et à droite le Sacré-Cœur. La Justice et le Portement sont installés sur la baie droite de la chapelle, le Sacré-Cœur et la Miséricorde sur la gauche. J'ai tenté de disposer ces vitraux en lieu et place dans leurs baies respectives. Évidemment, les manques et les photos en noir et blanc ne nous permettent pas d'avoir une vision cohérente de l'ensemble. On note que les 2 vitraux périphériques ont des formes simples et géométriques, mais on ne connaît pas leur hauteur. Passons à la chapelle de gauche, qui est la chapelle des Saints de France et de Notre-Dame de la Paix. Elle a été exécutée par les catholiques des Beaux-Arts. Le catalogue officiel nous apprend que les vitraux ont été réalisés par Francis Chigot et Jacques Gruber. Sur la photo de gauche, une esquisse en couleur de la décoration murale exécutée par Pauline Peunier, qui est l'épouse du maître verrier Jean-Hébert Stevens. Alors, zoomer sur la photo ne nous apporte pas grand-chose de plus. On se rend juste compte que le dessin des vitraux semble vif et dynamique et on aperçoit quelques papillons à leur base. On sait qu'il s'agit d'une composition donc à 4 mains et sur les 9 vitraux, 4 ont été exécutés par Francis Chigot et alternent avec les 3 qui ont été réalisés par Jacques Gruber. Ce qui ne fait que 7 vitraux au total, ce qui laisse à penser que les 2 vitraux périphériques sont également à motifs géométriques comme ceux de la chapelle de droite. Alors, sans bonne photo, l'exercice de restitution s'est avéré beaucoup plus périlleux. Alors, je me suis aidé des rares cartes postales dont la qualité laisse à désirer et dont la partie gauche est invisible. Il semble cependant qu'il y ait une certaine symétrie dans l'ensemble. Alors, j'ai donc tenté cet assemblage approximatif. Bien que les vitraux soient de 2 maîtres verriers différents, Francis Chigot et Jacques Gruber, ils forment une composition complète et homogène. Il est d'ailleurs confirmé dans la presse de l'époque que l'alternance n'est pas gênante et offre un résultat aussi coloré que convaincant. Le titre de cette composition m'est inconnu. Passons maintenant à la dernière chapelle, la chapelle du Maître-Autel, ou chapelle du Sacré-Cœur, réalisée par les ateliers d'art sacré. On y découvre 6 vitraux, soit 3 de chaque côté du Maître-Autel. Ils ont été exécutés par Jean-Hébert Stevens. Quant aux cartons, ils ont été composés par le père Marie-Alain Couturier, Georges Desvallières et ainsi que Jean-Hébert Stevens pour 2 d'entre eux. 2 ont été également réalisés par Maurice Denis. Voilà, tout ça, c'est des noms qui ne doivent pas vous être inconnus puisqu'on les retrouve régulièrement à la Cité du Vitrail. Cette fois-ci, nous avons plus de chance car les 6 vitraux de la chapelle sont parfaitement identifiés, à défaut d'être très visibles sur les photos de l'exposition. Mais surtout, ils sont parfaitement localisés aujourd'hui. Sur le mur de gauche, nous avons, pour commencer, Sainte Marguerite Marie à la coque, d'après un carton de Maurice Denis. L'original se trouve au musée départemental de l'Oise à Beauvais. Au centre, vous avez le vitrail de la Résurrection, d'après le père Marie-Alain Couturier. Ce vitrail est une acquisition de 2007 par le musée des Beaux-Arts de Reims. Et le 3e vitrail à droite, c'est le Curé d'Ars, par Maurice Denis, qui se trouve également à Reims. Ces 3 vitraux sont bien visibles sur la photo en noir et blanc à droite, prise à l'intérieur de l'église du village français. On passe maintenant au mur droit de la chapelle du Maître-Autel et on commence par Sainte Jeanne d'Arc, dessinée et réalisée par Jean-Hébert Stevens, qui se trouve par bonheur dans les collections du musée des Beaux-Arts de Reims. C'est une acquisition de 2007. Au centre, vous avez une originale Notre-Dame de la Mer d'après un carton de Georges Desvallières. Cette œuvre fait partie d'une collection particulière. Et à droite, un Saint-Michel terrassant le dragon réalisé par Jean-Hébert Stevens, une œuvre également présente au musée des Beaux-Arts de Reims, acquise en même temps que la Sainte Jeanne d'Arc. Alors j'avais gardé le meilleur pour la fin, avouons-le, on ne se lasse pas de regarder ces belles œuvres. Mais avant de quitter définitivement cette église, ainsi que le village moderne français, et pour terminer notre périple long du cours Albert Ier, je vous propose quelques vues rapprochées sur ces vitraux. En 2017, quelques vitraux de Jean-Hébert Stevens en provenance du musée des Beaux-Arts de Reims étaient exposés au musée du Vitrail de Conches-en-Ouche dans l'Eure. Ça va pas bien à dire. Alors on en profite pour voir Sainte Jeanne d'Arc de plus près. Après je dirais Conches. Elle nous offre des détails particulièrement intéressants, notamment un intéressant travail de grisaille.
autour du mont Saint-Michel, avec un mont stylisé d'une manière très originale, sobre mais efficace. Donc c'est un genre qui terrasse un dragon plutôt pas commun, plutôt une tête de Pokémon, mais bon. Et avant de sortir de l'église du village français, je vous propose une dernière œuvre. Il s'agit d'une nativité. Ce vitrail réalisé par Francis Chigot en 1925 fait actuellement partie d'une collection particulière. Il aurait été exposé dans l'église de l'Exposition, mais les photos intérieures de l'église sont très rares et il n'a pas encore pu être localisé. En revanche, nous avions pu pleinement en profiter lors de l'exposition Chigot il y a un an à la Cité du Vitrail à Troyes. Intéressons-nous maintenant au pavillon de l'art colonial français édifié par les architectes Jules Josse et Charles Blanche, et on note ici un style indo-chinois très marqué. Nous y découvrons un vitrail qui n'a pas été annoncé dans le catalogue officiel, mais qui semble avoir toute sa place ici. C'est l'exotisme, qui est encore une réalisation de Jacques Gruber. La présence de cette œuvre est décrite par l'auteur d'un article dans le guide album de l'édition moderne. Je cite : « Dans le pavillon de l'art colonial se détache en face de la porte d'entrée le magnifique vitrail de Jacques Gruber. Et si vous regardez attentivement la photo du pavillon à l'arrière-plan, on devine une petite source lumineuse qui n'est autre que ce vitrail. » Alors, il n'est pas visible en totalité, mais est cependant parfaitement reconnaissable. On aperçoit le bras levé de l'autochtone ainsi que le serpent dressé. Alors, pas de doute quant à son exécution et à sa pose dans le pavillon. Et comme beaucoup trop souvent, impossible de savoir s'il a été préservé. Et en zoomant sur le dessin du projet, on a beaucoup de plaisir à retrouver ici les fameux singes de Gruber en haut de leur palmier. Mais rebondissement, il y a quelques semaines, un de mes contacts éditeurs parisiens m'envoie la photo d'un vitrail qu'il n'a pas réussi à identifier. D'ailleurs, ces photos ont été également transitées par la Cité du Vitrail. Évidemment, je reconnais immédiatement l'exotisme de Gruber. La photo fait partie d'un album ancien de photos d'architectes non légendés. On sait uniquement que cette ville-là se trouve dans le sud de la France, mais hélas, aucune information sur le lieu et encore moins si ce vitrail existe toujours. Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles. De votre côté, rien non plus. Oui. À suivre. Alors que les photos ne sont pas très nombreuses, mais permettent d'apprécier une très belle villa art déco moderniste, à la fois immense et originale, on ne sait jamais. Si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à me prévenir. Alors, une dernière photo intérieure et assurément la plus étonnante pour moi. On retrouve évidemment le vitrail de Gruber dans la montée d'escalier. Bon, on n'en voit que la partie basse, on me reconnaît bien. Et regardez bien, malgré la piètre qualité de la photo, deux détails ont particulièrement retenu mon attention. Alors, je dirais mon attention d'heure et mois. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, pour commencer, cette fontaine intérieure, qui nous rappelle étrangement celle qui se trouve dans le hall d'accueil de la bibliothèque Carnegie de Reims. Donc, certains l'ont peut-être déjà visité. Donc, ce n'est pas exactement la même, mais l'esprit est là. Et toujours sur cette photo-là, dans la montée d'escalier, on voit ces sortes de bulles de champagne qui nous rappellent, elles également, le plafond du hall d'accueil de la bibliothèque Carnegie. Ah, donc, sans vouloir faire de complotisme gratuit, il y a de quoi se poser des questions, mais qui sont toujours sans réponse, visiblement. Alors, j'arrête ici la première partie de cet exposé, après cette grande promenade de localisation des vitraux, présents à l'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 à Paris. J'avoue avoir eu beaucoup de mal à faire l'impasse sur certains, certes un peu moins intéressants et encore, mais contribuant à la richesse créatrice présente à cet événement. Alors, pour la suite de cette conférence, je vous donne rendez-vous au Quai d'Orsay afin d'y découvrir la vraie section du vitrail. On y trouve deux pavillons, celui des vitraux Mauméjean, un pavillon privé, peu documenté. Nous ferons l'impasse sur celui-ci et surtout le fameux pavillon des vitraux qui contient au moins 110 œuvres, vitraux, mosaïques et maquettes de vitraux. Les deux pavillons sont construits côte à côte en bord de Seine, sur des pilotis et accessibles sitôt entrés par la porte d'Orsay ou en arrivant depuis le pont Alexandre III. Le pavillon des vitraux permet à 37 maîtres verriers d'exposer leurs œuvres groupées dans un même pavillon. Le pavillon des vitraux, c'est le véritable pavillon de la classe 6 présidé par Jacques Gruber. Sa réalisation a été confiée au cabinet d'architecte de Lucien Woog, célèbre entre autres pour ses réaménagements et agrandissements des thermes et casinos de Vichy. Mais hélas, les travaux à l'Expo prendront beaucoup de retard et le pavillon ne sera finalement inauguré que le 7 juillet 1925, soit plus de 2 mois après l'ouverture de l'exposition. La forme de ce pavillon est pour le moins originale, en dents de scie,
créant à l'intérieur des sortes d'alcôves permettant d'apprécier chacune des baies de vitraux de manière quasi indépendante. Ces baies sont numérotées, mais la localisation de chaque œuvre a été un véritable casse-tête, la numérotation pouvant être très différente d'un document à l'autre. Pour ce pavillon également, les photos sont extrêmement rares. Cette vue nous permet de comprendre cette construction sur pilotis en béton armé et ces baies disposées en dents de scie. Cette photo est très précieuse car elle permet de situer précisément les œuvres de 5 baies sur 20. Alors, il y a deux tailles de baies. Celles en façade font 5 mètres sur 5, donc 25 mètres carrés. Il y en a des plus petites qu'on ne voit pas ici, qui sont aux extrémités et de part et d'autre des deux passerelles qui mènent au Quai d'Orsay. Donc, des baies qui font également 5 mètres de hauteur, mais qui doivent faire 3 mètres de large, donc soit 15 mètres carrés. Et pour vous donner une idée de l'échelle du pavillon, j'ai ajouté à côté d'un des vitraux une photo du maître verrier nancéen, président de la classe 6, donc Jacques Gruber, que vous voyez ici. Donc ça vous donne un peu l'échelle du pavillon qui n'est pas si petit qu'il n'y paraît. Donc voilà le petit Gruber. Alors cette autre photo, quasiment unique également, nous montre la façade intérieure, entre les deux passerelles qui joignent le pavillon au Quai d'Orsay. Elle nous permet de découvrir 6 autres baies, mais cette précieuse photo ne permet pas de tout identifier à 100%, d'autant que chacune de ces baies héberge des réalisations de maîtres verriers différents et seuls quelques vitraux sont clairement identifiables, mais on progresse. J'ai quand même dressé un plan suffisamment précis pour placer l'ensemble des vitraux, soit 20 baies pour 37 maîtres verriers et au moins 33 artistes cartonniers, et des vitraux numérotés de 1 à 115 ou à 117. Les traits bleus représentent les baies parfaitement identifiées et au contenu confirmé. En orange, celles pour lesquelles on est presque sûr, et en rouge, les baies pour lesquelles nous n'avons aucune représentation assez exacte pour confirmer la localisation des œuvres. Alors, nous n'aurons pas le temps de voir la totalité des verrières, j'ai donc tenté de faire une petite sélection et on commence par la baie numéro 2, qui est entièrement occupée par les œuvres du maître verrier normand installé à Paris, Raphaël Lardeur. Sans photo totale de la baie, j'ai seulement pu identifier les scènes des paysans normands grâce à un bel autochrome du fonds Albert Kahn. Ces petits vitraux ont eu énormément de succès et ont certainement été dupliqués à de nombreux exemplaires. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Raphaël Lardeur les a fait figurer sur ses publicités. Plusieurs de ces petits vitraux se trouvent à Chauny, dans la Villa Arcadia, une très belle demeure art déco construite en 1923 pour Gaston le Révérend, un commerçant de la ville. Cette réalisation exceptionnelle est l'œuvre de Louis Ray, un architecte local fort réputé. Au rez-de-chaussée de la Villa Arcadia, on trouve 12 petits vitraux des paysans normands répartis sur 3 baies. Parmi les 9 scènes des paysans normands présentées à Paris en 1925, 7 sont présentes sur les baies de la Villa Arcadia. Je vous propose de les passer rapidement en revue, histoire d'en apprécier encore un peu plus les détails et le traitement naïf qui a fait leur succès. Alors nous allons les découvrir dans le sens de la lecture, tels qu'ils sont présentés dans le séjour de la villa, et vous allez constater que l'ordre diffère de ceux exposés dans le pavillon des vitraux. Le premier se trouve sur la baie gauche, c'est la scène numéro 3 du paysan normand qui déambule en ville, son panier de victuailles sous le bras. La scène numéro 4, c'est la paysanne au bord de l'eau qui paraît attendre le retour de quelqu'un. La scène numéro 5 nous présente le paysan normand faisant route. La scène numéro 7, présente sur la baie du milieu, nous propose 2 hommes attablés, une femme leur amène 2 verres, on peut imaginer qu'ils sont au bistrot. La scène suivante nous propose le couple de Normands en bord de mer ou de rivière, avec certainement le panier du pique-nique derrière eux. La scène suivante semble être la suite, le couple en pleine étreinte, le monsieur en a perdu son chapeau. On remarque que ce vitrail n'est pas dans le même sens que celui à l'expo. Il a peut-être été assemblé à l'envers, car la femme était à gauche dans la scène numéro 8. Et pour terminer, la scène numéro 10, sur la baie de droite, on peut penser que les 2 tourtereaux font une sieste crapuleuse abrités sous un parapluie, car on sait bien que les parasols n'existent pas en Normandie, et à l'arrière-plan, un homme avec une canne qui les épie, caché derrière un arbre. Serait-il le témoin d'un adultère? La question reste entière, à vous d'imaginer la suite. Mais revenons à la baie numéro 2 et les quelques vitraux restants à identifier. Je n'ai hélas aucune photo du vitrail numéro 7 de Sainte-Cécile,
ni du numéro 9, la chouette. En revanche, j'ai une sérieuse piste concernant le numéro 8, les perroquets. En effet, sur l'autochrome hélas tronqué, on aperçoit le bas d'un vitrail ovale dont le dessin m'est familier. Il me rappelle fortement un des 2 vitraux avec des perroquets qui se trouvent également dans la villa Arcadia à Chauny. Au début de mes recherches, je n'avais hélas qu'une mauvaise photo de ce vitrail au perroquet trouvée sur Internet, mais suffisante pour comparer le dessin des branches sur lesquelles le volatile repose, et ça colle parfaitement. Vous pouvez comparer les différents tests de montage. Mais par chance, j'ai enfin pu visiter cette magnifique villa chaunoise à l'occasion du Printemps de l'Art déco 2023, un événement devenu incontournable dans la région des Hauts-de-France. Et j'ai pu enfin découvrir en vrai dans le séjour les scènes des paysans normands. Et encadrant cette belle cheminée en marbre, je découvre au-dessus des assises 2 vitraux représentant des perroquets. On reconnaît bien sûr celui de gauche qui correspond parfaitement aux détails visibles sur la photo tronquée en provenance du pavillon des vitraux. Et le voilà en gros plan, juste magnifique. On reconnaît sans peine les détails de la branche et la queue du perroquet. Alors je l'ai cadré un peu serré, on ne voit pas bien la tête du perroquet, parce qu'en fait il y a un volet roulant derrière. Pour le plaisir, voici le second vitrail à droite de la cheminée et un second perroquet. On peut se demander s'il était également présent dans le pavillon des vitraux, car la légende des œuvres présentées indique pour le numéro 8 les perroquets, et ce au pluriel. Nous passons à la baie numéro 3 qui accueille 2 maîtres verriers, Théophile L'aumônerie et le rémois Jacques Simon. En ce qui concerne Théophile L'aumônerie et son vitrail Iris et Arôme, nous n'épiloguerons pas car il s'agit d'un hommage posthume à son auteur décédé en 2024 et dans notre région, il a collaboré notamment au mémorial de Dormans. Assurément, cette baie numéro 3 est régionale car on y trouve la participation du rémois de l'étape, Jacques Simon, avec une mise au tombeau entièrement rendue en grisaille. On ne connaît hélas ni le commanditaire ni l'affectation de l'œuvre après sa participation à l'exposition des arts décoratifs. Cette mise au tombeau a eu un beau succès à l'exposition grâce à sa composition originale où l'artiste oppose aux grandes lignes horizontales du divin gisant et de sa mère penchée sur lui la répétition des formes verticales, anguleuses et rigides de 5 anges debout, côte à côte, tout droit dans leurs tuniques et leurs ailes repliées. Après l'exposition de 1925, cette œuvre a été exposée au 4e Salon régional de l'Union rémoise des arts décoratifs du 30 mai au 4 juillet 1926. Puis à l'exposition à Rouen, une exposition d'art religieux en 1932. Et on perd ensuite sa trace. Composée de 5 panneaux, cette verrière mesurait 1,46 m de hauteur pour 3,02 m de largeur, ce qui correspond exactement à la largeur supposée de la baie numéro 3. Cette photo provient du portfolio sur le vitrail d'exposition. Et pour la plupart des planches qui se trouvent à l'intérieur, il s'agit de reproductions de maquettes ou de cartons préparatoires. Mais dans le cas de cette mise au tombeau par Jacques Simon, il s'agit d'une véritable photo du vitrail. On note d'ailleurs le visage du Christ qui est auréolé par la lumière qui traverse le vitrail. On note également la présence de vergettes et de renforts entre les barlotières. Cette photo a dû être prise soit dans l'atelier de l'artiste, soit dans le pavillon même, le vitrail ayant été certainement terminé peu de temps avant l'exposition, comme le confirme la date 1925 en bas du vitrail. Le vert très foncé ne permet hélas pas la lecture de la signature. Alors si la presse s'extasie sur la puissance évocatrice de ce vitrail entièrement réalisé en grisaille, il n'en demeure pas moins que dans les archives de Jacques Simon, on trouve une maquette en couleur de cette mise au tombeau. On peut alors imaginer que le projet originel était réellement en couleur et que pour une raison quelconque, c'est une version en noir et blanc à base de grisaille qui a été choisie pour l'expo. Alors gain de temps, réduction des coûts, pour contraster avec ses voisins à l'exposition, version couleur jugée trop gaie, ou alors on peut tout imaginer et au final émettre quelques doutes. Alors pour ne pas être en reste, je me suis quand même amusé à coloriser ma photo de la verrière en m'inspirant des couleurs apposées sur la maquette. Alors à vous de vous faire votre propre opinion. Je pourrais laisser le mot de la fin à la grande spécialiste de Jacques Simon, Marie Savoldelli, qui me faisait remarquer que Jacques Simon aimait trop la couleur pour présenter un vitrail en noir et blanc. Donc, à méditer. Et nous passons à la baie numéro 4, censée être plutôt bien placée, car en face du pont Alexandre III. Mais hélas, je pense que le pavillon Mauméjean, très proche, empêchait de voir l'extérieur de la baie, présentant les œuvres de Francis Chigot.
Francis Chigot est un peintre verrier limougeaud dont nous avons déjà parlé dans la première partie de cette conférence. Il est exposé également dans le pavillon de Limoges et à l'ambassade française. Étant donné l'absence de photos d'ensemble de la baie, il ne m'a pas été possible de recomposer la totalité des vitraux qui y sont au nombre de 7, auxquels il faut ajouter 2 panneaux décoratifs. Alors je vous propose donc de découvrir les quelques œuvres de Francis Chigot clairement identifiées dans l'ordre de leur numérotation. On débute par le vitrail numéro 13, un grand paysage monté en fer forgé. Mais comme souvent, les œuvres portent des noms différents en fonction des sources et il arrive qu'il soit difficile de les identifier avec assurance. Je pense donc raisonnablement que le numéro 13 est bien celui-ci, appelé Paysage Limousin, dans le portfolio de Jacques Gruber, qui semble digne de confiance. Le vitrail numéro 14 est une grande composition religieuse, l'Évangile, scène de la vie du Christ. À gauche, photo en noir et blanc prise à l'époque dans l'atelier de Francis Chigot, il s'agit de la seule photo connue de l'ouvrage complet. Au centre, vous avez le carton préparatoire qui a été réalisé par Pierre Parot, et on note que le projet initial était plus grand, mais il n'a certainement pas été exposé dans sa totalité en raison de sa taille impressionnante, soit approximativement 3,70 m de haut, et qu'il fallait faire tenir un maximum d'œuvres sur les 15 mètres carrés de la verrière. À droite, vous avez une photo couleur actuelle de la mandorle qui se trouvait au centre de la croix. 5 des panneaux illustrant les scènes de la vie du Christ sont identifiés et font partie d'une collection privée. Jésus envoie les apôtres en mission à gauche et Jésus prêche sur la montagne à droite. Le traitement graphique est à la fois moderne et stylisé. Le Christ et la Samaritaine à gauche, Jésus bénissant les enfants au centre et à droite, Petrus ambulat super aquam, Pierre marche sur les eaux. Chacun de ces éléments mesure 50 cm de large sur 70 de haut. Un ensemble de vitraux que nous avons également eu la chance d'apprécier à la Cité du Vitrail de Troyes lors de l'exposition Francis Chigot, un monde de lumière. Les 4 vitraux de numéro 15 à 18 sont destinés au bureau de l'architecte lillois Ramonaxo. 3 sont identifiés, l'école, l'église et la ferme. Hélas, le 4e semble inconnu, il doit s'agir d'une villa. À gauche, vous avez le dessin préparatoire pour le vitrail de l'école et à droite, un projet plus avancé pour l'église et l'école. Nous passons maintenant à la baie numéro 6 qui accueille un seul grand vitrail de Louis Barillet. Il s'agit d'un vitrail religieux intitulé Les Rois Mages ou L'adoration des mages suivant les sources. Nous en avons une belle photo d'époque en couleur, un autochrome toujours d'Albert Kahn. À gauche, vous avez une vue du vitrail complet qui fait presque 5 mètres de hauteur. Et à côté, sur la photo du pavillon, on le localise parfaitement sur la baie de droite grâce à sa forme particulière. En bas à droite, un zoom sur la partie haute du vitrail. Un autre gros plan sur la partie centrale. Le traitement est original et moderne. Les formes géométriques sont omniprésentes et les verres jouent avec des dégradés de couleurs. Dans ce pavillon des vitraux, Jacques Gruber, le président de la classe 6 qu'on ne présente plus, vitraux et céramiques, occupe 2 verrières, la 7 et la numéro 8 en front de scène. Alors on peut penser que le président de la classe 6 s'est réservé les meilleures places. Mais vu la surface d'exposition, c'est aussi lui qui a payé le plus cher pour être présent. Dans la première verrière, il présente une version agrandie de son vitrail déjà présent dans l'ambassade française de l'exposition des arts décoratifs qui s'intitule « La pêche ». Ce vitrail est facilement identifiable en façade du pavillon. Avouons-le, ce vitrail est une pure merveille avec une utilisation intelligente des grisailles de couleurs et de son travail remarquable sur les plombs. Cette réalisation, à une échelle beaucoup plus importante que celui présenté dans l'ambassade française, a permis à Jacques Gruber de parfaire les détails. Et là, comme souvent, on se demande comment et où ce vitrail de près de 15 mètres carrés a pu disparaître. Nous passons à la baie numéro 8 qui héberge également une œuvre du maître verrier nancéen. Jacques Gruber présente cette fois-ci un vitrail religieux en 3 panneaux, l'Assomption. Il s'agit encore une fois d'un grand modèle de vitrail dont voici une photo des cartons préparatoires reproduits dans le portfolio du vitrail à l'exposition. Cette réalisation prend tout son sens et sa beauté grâce à cet autochrome. On note que ce chef-d'œuvre est encore une fois aisément identifiable sur la photo de façade. Un dernier gros plan pour le plaisir et par chance, nous savons où se trouve ce vitrail aujourd'hui. En effet, il était destiné à l'église de Prégny en Lorraine, ainsi qu'un autre à 3B également. Voici une photo actuelle du vitrail, ainsi que l'église de Prégny en Meurthe-et-Moselle.
Passons à la baie suivante, la numéro 9, qui sera assurément passionnante puisqu'elle ne comporte pas moins de 11 vitraux. Ils sont l'œuvre de Jean-Hébert Stévens et d'André Rinoui, avec la collaboration d'autres artistes comme Pauline Pognier, Pierre Couturier, André Lecouté, Maurice Denis et Georges Desvallières, et donc tous de belles références. Cette baie numéro 9 est clairement identifiable en façade et vous pouvez le constater d'une thématique très religieuse. Nous allons passer en revue tous ces vitraux puisque nous disposons de la quasi-totalité des visuels. Alors j'ai tenté d'attribuer un numéro à chaque vitrail dans un ordre logique, mais j'avoue ne pas en être sûr à 100%. Le numéro 32 est le vitrail La guérison de Marie Lemarchand. Et là, ça commence plutôt bien car ce vitrail fait partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Reims, ce qui nous permet d'en avoir une belle photo en couleur. Le voici pour le plaisir, en vue rapprochée. Il mesure 1,33 m de large pour 1,68 m de hauteur. Alors, je vais passer sur les deux vitraux suivants, 33 et 34, qui n'ont que peu d'intérêt et dont je n'ai que de mauvaises photos. On découvre maintenant Notre-Dame des Prairies, réalisée par André Rinoui, d'après un carton de Pauline Pognier, une élève de Maurice Denis. C'est ce carton qui est représenté ici. Destiné à l'église de Cannes-en en Seine-Maritime, ce vitrail a finalement été refusé par le curé à cause du chapeau de paille de Notre-Dame, ainsi que de la robe à carreaux de la fillette. Voilà. Alors, on rigole pas tous les jours avec les curés. Il a été alors récupéré par l'atelier Hébert Stévens, puis acquis par le musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, dont voici une photo actuelle. Il s'agit du premier vitrail réalisé par Pauline Pognier. Pauline Pognier avait réalisé un panneau d'essai en réduction qui faisait 63 cm sur 43 au lieu des 107 sur 65 du panneau final. C'est ce panneau qui a été exposé au musée de Conches en 2017 et je vous propose quelques gros plans qui permettent toujours de mieux comprendre les techniques employées et l'art mis en œuvre. Cette exposition Hébert Stévens Rinoui Bonny, l'atelier du vitrail au XXe siècle, s'est déroulée du 4 mars au 27 août 2017 au musée du Verre de Conches, en douche. Un dernier gros plan sur le visage de Notre-Dame des Prairies, œuvre de Pauline Pognier. Et je passerai également sur les deux prochains vitraux, les 36 et 37, pour lesquels je n'ai que des mauvais clichés. En haut et au centre de la baie numéro 9, on trouve le vitrail du couronnement de la Vierge. C'est le collaborateur de Jean-Hébert Stévens, André Rinoui, qui a dessiné les cartons et s'est occupé de la réalisation du vitrail. Et là, une photo récente de ce vitrail à l'exposition Hébert Stévens, toujours à Conches, et pour lesquels nous pourrons également profiter de quelques plans rapprochés. Ce qui est assez étonnant avec ce couronnement de la Vierge, c'est le traitement global très médiéval, mais avec des détails graphiques contemporains, et pour certains, on peut admettre qu'ils sont assez stylisés. Pour ce 8e vitrail de l'abbé Hébert Stévens, c'est Maurice Denis qui a réalisé les cartons de cette œuvre sobrement appelée Pietà. Le panneau en 12 morceaux exposé dans le pavillon n'est que la partie centrale d'une œuvre beaucoup plus importante. Voici la première maquette de Maurice Denis, exécutée en 1920, intitulée « Aux morts de la guerre ». Ce projet, pour un grand vitrail de 5 mètres sur 3, était destiné à l'église de Saint-Roch, à Paris, une commande du curé Peuportier, en date du 27 janvier 1920, pour la chapelle des âmes du Purgatoire. Ici, vous avez une étude sur calque de Maurice Denis avec quelques modifications par rapport à la première maquette. Une seconde esquisse, toujours d'avril 1922, hélas, suite à des soucis de financement, déjà, le projet est plusieurs fois remanié et finalement, le projet de vitrail est abandonné. Au final, Maurice Denis reprendra ce projet pour l'exposition des arts décoratifs, mais réduit aux 12 panneaux centraux, alors qu'il en était prévu 30, entourés de 22 panneaux de bordure. Et c'est André Rinoui qui sera en charge de l'exécution finale et de traduire en verre et en plomb l'œuvre de Maurice Denis. Le vitrail à l'exposition mesurait 109 cm de large pour 171 de hauteur. Il fait actuellement partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc je n'ai pas pu aller le photographier. Ce vitrail de la Vierge consolatrice et Saint-Michel a été réalisé d'après un tableau de Georges Desvallières. Il fait maintenant partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Reims, qui en a fait l'acquisition en 2008-2009. C'est un petit vitrail qui mesure 82 cm de large pour 67 cm de hauteur. Ce vitrail a également fait partie de l'exposition au Musée du Vitrail de Conches, alors on en profite pour l'apprécier d'un peu plus près.
On peut ainsi apprécier le travail effectué sur la matière grâce à la peinture et la grisaille. Rien n'est laissé au hasard, l'artiste Georges Desvallières a donné à l'archange Saint-Michel les traits de son fils mort au combat lors de la Première Guerre mondiale. Et une dernière pour le plaisir, même si c'est pas bien gai. Et avant de passer au vitrail suivant, voici le tableau original de Georges Desvallières, réalisé à l'huile en 1920 et qui a servi de modèle à la réalisation du vitrail présenté à l'exposition des arts décoratifs. Avant-dernier vitrail de l'abbé Hébert-Stevens, la petite sœur Thérèse et l'enfant Jésus destiné à la chapelle du château d'Étocquigny à Saint-Martin-le-Gaillard en Normandie. Je n'ai hélas aucune autre information ni visuel actuel. 11e vitrail, Noli Me Tangere. Il fait partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Paris. Également présent à l'exposition de Conches, découvrons quelques plans rapprochés sur ce vitrail original. Toujours un style assez unique, avec des détails qui sont parfois presque hypnotisants. Un traitement moderne, mais d'une lecture relativement aisée. Et comme toutes les meilleures choses ont une fin, nous arrêterons ici la visite du pavillon des vitraux. Il demeure encore beaucoup de zones d'ombre dans ce pavillon. Je suis parti d'une liste de 117 œuvres exposées que j'ai réduit à approximativement 100 à 110 suite à des incertitudes pour en final en avoir identifié au moins 87. À la différence de la première partie de cette conférence, où les vitraux étaient surtout décoratifs et profanes, les représentations religieuses tiennent une part très importante dans le pavillon des vitraux. Et dans l'état actuel de nos connaissances, nous comptons dans ce pavillon des vitraux 49 sujets religieux contre 38 strictement décoratifs. Alors, il s'agit d'un constat très partial, puisqu'en fonction des formats de verrières et des surfaces couvertes, le résultat pourrait être bien différent. Quoi qu'il en soit, les œuvres présentées dans ce pavillon reflètent les goûts de l'époque, avec assurément une volonté d'innover et de tester des techniques et des styles différents, à même de faire avancer l'art du maître verrier moderne. Le vitrailliste est avant toute chose un artiste qui joue avec la lumière et les couleurs, mais aussi les émotions du spectateur que nous sommes. Et si l'aspect global de ce pavillon nous renvoie une image quelque peu confuse de par son installation légèrement cacophonique, il est globalement le reflet de l'état d'esprit du moment et qui permet aux artistes de se départir de codes et de styles trop restrictifs et de donner ainsi toute liberté à leur création. C'est cet aspect richement créatif qu'il faut retenir du pavillon des vitraux de 1925. On y trouve beaucoup plus d'originalité et de variété que dans le pavillon des vitraux de l'exposition internationale suivante, en 1937, où l'on verra une uniformisation des styles, où pratiquement chaque maître verrier s'applique à être dans l'air du temps avec des réalisations très modernes. Et nous en reparlerons pour les 90 ans en 2027, donc je vous donne rendez-vous, ou avant si vous ne pouvez pas tenir. Et histoire de justifier un peu ce fol éclectisme dans la présentation et la disposition des œuvres, il faut avoir à l'esprit qu'exposer dans ce pavillon était très onéreux, avec un tarif de 300 francs or du mètre carré. Donc ce n'était pas donné, et surtout quand on sait que les grandes baies faisaient 25 mètres carrés et les petites 15 mètres carrés. Cela d'ailleurs a provoqué la colère de nombreux exposants, comme Francis Chigot, qui a dû payer 3150 francs pour son emplacement, donc de 10 mètres 50. Donc on comprend pourquoi il a voulu en mettre le maximum. Alors on comprend aisément que les exposants les moins nantis aient dû composer et optimiser et même se partager à plusieurs une même verrière. D'ailleurs, pour appuyer cette affirmation, nous savons que des fabricants de verre ont fourni gracieusement plusieurs tonnes de verre à vitraux au maître verrier qui exposait dans le pavillon. On note cependant que 30% des ateliers des maîtres verriers français ont participé dans ce pavillon des vitraux. Alors, l'art du vitrail religieux ou profane continue à figurer parmi les techniques les plus vivaces et les mieux adaptées à l'esprit moderne. C'est sur ce dernier constat et cette phrase de Jacques Gruber, extraite du rapport général de l'exposition, que j'arrête cet exposé en espérant qu'il vous ait plu, malgré les coupes franches que j'ai dû opérer. Et surtout, je vous remercie pour votre attention et votre patience. Merci. Et si vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas. Et pendant ce temps-là, vous pourrez regarder un petit peu, jeter un coup d'œil sur la bibliographie, une courte bibliographie. Ouais. Il a été éteint. Il faut appuyer sur le bouton. Non, je crois que c'est bon. Ah, c'est bon, oui. Eh bien, je me fais le relais d'Anne-Claire pour vous remercier, Laurent-Antoine, pour ce portrait non exhaustif, mais déjà si riche de cet événement marquant qu'a été l'exposition de 1925, à la fois pour l'histoire de l'art en général et en particulier pour l'art du vitrail.
Avant de se quitter, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, oui. Non, tout a été très clair. Tout a été dit. Eh bien, écoutez, avant que de nous quitter, donc, encore une fois, merci beaucoup Alors, pour votre intervention. Avec plaisir, si ça a plu à tout le monde, c'est... Pour la prochaine Ah. conférence à la Cité du Vitrail, nous partons sur un tout autre sujet, puisque l'événement aura lieu le 22 mai, cette fois-ci non pas au centre des congrès, mais bien en salle de réception de la Cité du Vitrail, autour de l'aventure qui a été la restauration de la verrière de la bataille de Clavigeau, issue de l'église Saint-Pantaléon de Troyes. Et voilà, ce sera une aventure contée à 3 voix, puisque Anne-Claire nous rejoindra pour raconter cette histoire, aux côtés de Zoé Lessard-Couturier, qui est conservatrice MH, et de la restauratrice conservatrice Flavie Serrière-Vincent Petit. Voilà, donc rendez-vous le 22 mai à la Cité du Vitrail. Oui, et j'essaierai d'être là. Avec grand plaisir. Parce que je suis allé faire un tour tout à l'heure, justement, aller voir ces vitraux. Bon, c'est vrai que c'est assez passionnant, le travail qui a été fait dessus, enfin, les différentes étapes, enfin, les mauvaises modifications, enfin, mauvaises restaurations. Oui, tout à fait. Donc je pense que ça va être très intéressant. Je vous invite tous à venir. Tout à fait. Eh bien, merci pour cette aide. Et merci de m'avoir accueilli. Voilà. Bonne soirée.